gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, quelques nouvelles de l'Arc-en-Ciel du Cœur. On découvre la programmation du Musée de la mémoire vivante. Et l'auteur-compositeur-interprète Guillaume Monette vient nous rendre visite en studio. C'est à ne pas manquer. C'est ça que ça me coûte. Il faut ce qu'il faut sur les bateaux. Je te retrouve sur la rive. Je te fais la bise. Je vends la brise. Je suis avec Isabelle Dionne. Bonjour Isabelle. Bonjour. On parle de l'Arc-en-Ciel du Cœur au Kamouraska aujourd'hui. Bon, pour ceux qui, même si ça fait 30 ans que vous êtes là, pour ceux qui ne vous connaissent pas, l'Arc-en-Ciel du Cœur, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme à but non lucratif qui offre des services en prévention et en réadaptation des maladies cardiovasculaires. Fait qu'on est principalement connu pour avoir, en quelque sorte, un gym. Et les gens viennent s'entraîner de façon régulière sous la supervision d'un kinésiologue. Mais ça s'adresse vraiment à des gens qui ont une problématique au niveau du cœur ou qui sont à risque d'avoir une problématique cardiaque. Donc, on va là pour reprendre sa santé en main. Finalement. Exact, exact. Donc, je voyais récemment qu'on avait gagné le triste prix de la Palme d'Or dans le Kamouraska des 65 ans et plus. Au Canada. Est-ce que ça se reflète sur... On a fait justement récemment des statistiques, puis dans les dernières années, nous, dans nos statistiques, non, ça ne se reflète pas tant. Oui, c'est sûr que la majorité de notre clientèle, c'est 70, 79 ans et dans les 60, 69. Donc oui, tu sais, c'est la majorité de notre clientèle. Oui. Mais si je fais une statistique dans les 5 dernières années, c'est assez stable. T'sais, on ne voit pas encore vraiment une hausse énorme. Okay. Mais c'est clair que c'est notre population générale. Oui. C'est votre public cible. Exact, exact. Et quelqu'un qui a besoin de ce service-là, comment ça fonctionne? C'est vraiment très simple. Si quelqu'un veut débuter avec nous, il nous appelle. Okay. Il peut se présenter directement dans nos locaux aussi. Et ensuite, ce qui va distinguer la suite des choses, c'est si la personne est vraiment en réadaptation cardiaque. Nous, on fait une référence via les maladies chroniques de l'hôpital. Okay. Puis, à l'inverse, quelqu'un qui est en prévention, là, qui n'a aucune problématique de cœur, on peut tout de suite entamer le processus, une évaluation avec nous et il débute les entraînements. Est-ce que ça arrive des fois que c'est les médecins qui dirigent les gens vers vous? Oui. En fait, on veut que la plupart des références viennent des médecins ou des professionnels de la santé. Mais si jamais quelqu'un n'a pas de médecin ou qui est un peu... c'est du bouche à oreille aussi beaucoup, donc il peut se référer lui-même. Mais les médecins et les professionnels de la santé peuvent aussi référer des gens à l'Arc-en-Ciel du Cœur. Est-ce que c'est uniquement au niveau de l'entraînement, de la remise en forme, ou est-ce qu'il y a aussi des suivis, des régimes, des ci, des ça? On est beaucoup avec l'activité physique, c'est sûr. C'est vraiment notre créneau. Reste que, comme kinésiologue, on veut quand même une santé globale. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir quand même, on passe les habitudes de vie en général, que ce soit l'alimentation, le sommeil, les comportements sédentaires. On en discute. Mais c'est sûr que c'est pas comme si on avait un nutritionniste qui faisait une consultation individuelle. On aborde les sujets, mais c'est sûr qu'on est plus concentré sur l'activité physique. Et de plus en plus, on essaie d'organiser des conférences annuelles, justement pour aller chercher l'information que nous, on ne peut pas donner nécessairement, mais que les gens puissent apprendre puis avoir une meilleure prise en charge de leur santé. Est-ce que vous êtes relié avec le CIS? Comment vous faites pour survivre? C'est un peu comme tous les organismes communautaires. On a une subvention qui provient du ministère de la Santé. Honnêtement, c'est pas mal ce qui nous fait survivre. Oui. Puis nous, à l'Arc-en-Ciel, on a un partenariat avec le CIS du Bas-Saint-Laurent, c'est sûr. On a un local qui est situé à l'hôpital à La Pocatière. Mais on a également aussi un deuxième local qu'on a ouvert il y a quelques années sur la 4e avenue
également à l'apocatière. OK. Donc, et les gens qui côtoient, ils ont des frais reliés à ça? Oui. Ou... C'est sûr qu'on n'a pas le choix de charger un petit peu les gens, puisqu'il faut payer nos kinésiologues. Donc, on a quand même des ressources professionnelles. Oui. Reste que l'objectif principal, quand on est un organisme, c'est d'offrir des services qui sont accessibles. Donc, oui, il y a des coûts, mais pour nous, c'est des frais qui sont accessibles pour la majorité des gens. Donc, c'est moins cher que d'aller dans un gym normal. Oui. Puis, la grosse différence, c'est le suivi qui est offert par un kinésiologue. Donc, le kinésiologue est toujours là. Oui. Donc, c'est la grosse différence. Et là, quelqu'un qui hésite, qui se dit, c'est peut-être pas pour moi, je suis peut-être pas assez magané, peut-être du cœur pour aller là, qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Bien, appelez-nous, venez nous voir. Juste de venir voir à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup de préjugés par rapport à l'entraînement en salle. Mais quand les gens essaient, ils se rendent compte que finalement, ça leur fait vraiment du bien. T'sais, puis même si on est en prévention, bien, c'est ce qu'on veut de plus en plus, prévenir. Donc, juste venir voir, puis on va jaser. Oui, puis dans le fond, il ne faut pas avoir peur. Le but n'est pas de devenir un athlète. Là. Non, pas du tout. Pas du tout. On adapte vraiment en fonction de chaque personne, de sa condition physique. C'est pour ça qu'on fait des évaluations maintenant. Donc, on a une meilleure idée de la santé de la personne, puis on adapte. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le gym en général? C'est des trucs cardio? C'est mixé. Donc, okay. Ça ressemble vraiment à un gym partout. Donc, en fait, ce qu'on retrouve partout, des tapis roulants, des vélos, un vélo spinning, un rameur, des appareils de musculation, travailler les jambes, les bras. C'est assez varié, je vous dirais. Mais on n'a pas celui qui est en train de se préparer un corps de clubbeur à côté. Non, c'est ça. On a des miroirs. On a givré les vitres. Donc, qu'est-ce qui s'en vient, sinon, vos prochains défis à venir pour l'Arc-en-Ciel du cœur? On arrive à un point où, il y a quelques années, on était à ce même point-là, un niveau de saturation, dans le sens où on a beaucoup de demandes. Nos plages horaires commencent à être limitées. Donc, on a, je vais dire, presque plus de place. On est capable encore de prendre des gens, mais presque plus de place. Donc, on doit penser à la suite. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, est-ce qu'on ouvre un autre local? Est-ce qu'on se dirige vers l'Est? Parce que là, on est beaucoup plus vers l'Apocatière. Oui. On est en train, avec le conseil d'administration, de se doter d'une vision pour savoir où on s'en va, qu'est-ce qu'on veut. Comment qu'on voit l'Arc-en-Ciel du cœur dans quelques années. Est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs, des organismes du même genre, ou est-ce que vous êtes affilié à d'autres gangs? C'est assez unique. Okay, ouais. Il existe, justement, on est allé à Saint-Georges-de-Beauce, qui existe le pavillon du cœur. Ça ressemble un petit peu à l'Arc-en-Ciel du cœur, mais eux sont beaucoup plus... ils offrent beaucoup plus de programmes, donc ce n'est pas spécifique nécessairement cardiaque. Ça se ressemble. Mais je vous dirais que honnêtement, on est, oui, assez unique. Puis c'est fou de penser qu'en 91, il y a des gens qui ont décidé de fonder ça parce qu'à ce moment-là, l'activité physique est encore moins mis de l'avant. Oui. Donc, c'est vraiment des précurseurs. Bien, mon Dieu, merci d'exister. Oui. Bien, en vous souhaitant de continuer à faire des petits, à peut-être ouvrir d'autres salles dans les prochaines années. Oui. Donc, si on veut vous suivre, c'est Internet? Site Internet, arc-en-ciel-du-cœur.ca. Pas de trait d'union, aussi simple que ça. Puis, on a une page Facebook aussi. On est sur Instagram, mais on n'est pas encore... on est plus sur Facebook qu'Instagram, mais on est là quand même. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Bien, merci. Je suis avec Bianca Roy du Musée de la mémoire vivante. Bonjour, Bianca. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Donc, Musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli. Il y a des choses qui s'en viennent. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve, là, la prochaine exposition qu'il y a chez vous? Là? Oui, donc la prochaine exposition, c'est Un patrimoine à croquer qui va commencer samedi le 16 novembre, oui. Donc dans quelques jours. C'est une exposition qui nous fait découvrir le monde des vergers. Donc, autant
les pommes, les poires, les prunes que les cerises. Donc, les vergers ont été très importants dans le développement de la Côte-du-Sud. Oui. Il y a des personnages importants de la Côte-du-Sud qui ont contribué à ça pour ici, mais aussi pour l'extérieur du Québec. Donc, on va pouvoir en découvrir un peu plus sur leur histoire. Ensuite, on va rentrer aussi dans l'univers de l'autocueillette. L'autocueillette, qui est un phénomène qui s'est développé un peu plus tard dans l'histoire du Québec, dans les années 70 environ. Avant, c'était surtout des travailleurs québécois qui allaient cueillir les pommes, mais manque de main-d'œuvre et problèmes socio-économiques ont fait en sorte que les vergers ont ouvert à l'autocueillette. Puis aujourd'hui, c'est hyper populaire, c'est des traditions familiales à chaque automne. Puis il y a aussi des travailleurs étrangers qui viennent travailler dans les vergers, entre autres. Ensuite, on va regarder un peu aussi la transformation de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec nos pommes, nos poires, nos prunes, nos cerises? Oui. Et on va parler aussi dans l'exposition de l'avenir du patrimoine fruitier parce qu'il existe des centaines et des centaines de variétés de fruits, mais on n'en retrouve pas des centaines et des centaines de variétés dans les épiceries. En épicerie, on trouve beaucoup la pomme Macintosh, qui est une bonne pomme qu'on retrouve en épicerie parce que les épiceries l'aiment beaucoup, cette pomme-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils l'aiment beaucoup? Elle se conserve mieux? Exactement. C'est une pomme qui se conserve bien, qui se transporte bien. C'est des pommes qui sont prêtes aussi pas mal en même temps sur l'arbre. Donc, ça facilite pour la cueillette, pour le transport, la conservation. Donc, c'est un peu la pomme parfaite pour les épiciers. Donc, c'était pas une histoire de goût, cette histoire-là? Non, c'est ça. C'est l'industrialisation qui a fait en sorte qu'on retrouve certaines variétés plus sur le marché que d'autres. Parce qu'il existe des variétés de pommes qui sont excellentes, mais qui vont se conserver quelques jours une fois cueillies. Donc, celles-là, on peut pas vraiment les retrouver en épicerie. Ça correspond pas avec les standards d'aujourd'hui. Puis, il y a des variétés qui vont être disparues aussi avec le temps à cause de ça, parce qu'on va aller uniformiser pour aller produire le plus de fruits qui vont être bons pour les standards d'aujourd'hui. Donc, on va regarder un peu ça aussi dans l'exposition. Et finalement, on termine avec une petite ouverture vers le langage. Parce que les fruits ont pris de l'importance aussi dans nos expressions. Donc, si on pense à une expression comme « y être allé pour des prunes » ou « ne pas y être allé pour des prunes », ça fait référence, en fait, aux prunes de Damas. Et ça nous remonte à l'époque des croisades comme expression. Parce que les croisades n'ont pas ramené grand-chose, sauf des pruniers. Ah, je vois. OK. Ah, ben, donc, vraiment très complet comme tour au niveau des fruits. Et donc, ça, c'est jusqu'à... ça va être présent, cette exposition-là, jusqu'à... Jusqu'au printemps 2027 environ. Donc, les gens ont quand même un petit moment pour venir la voir. Je vois. Donc, par la suite, qu'est-ce qui nous attend au musée? Qu'est-ce qui nous attend au musée? Bien, si on reste dans les vergers, pour les personnes qui s'intéressent de venir la visiter, donc elle est ouverte à partir du 16 novembre. Mais le 1er décembre, dans le cadre des premiers dimanches du mois, on va faire une visite guidée gratuite de l'exposition. Donc, les gens vont pouvoir la découvrir de cette façon-là, à ce moment-là. Puis, comme c'est le premier dimanche du mois, le musée est gratuit. Donc, on peut aussi découvrir gratuitement les autres expositions. Tout ce qu'il y a autour, Exactement. Dont l'exposition Meilleurs vœux, qui, elle, se termine le 20 décembre. Donc, c'est les derniers moments pour la voir. Meilleurs vœux, c'est une exposition sur la pratique de l'écriture de cartes de souhait au temps des fêtes. Donc, ce qu'on regarde, entre autres, dans l'exposition, c'est qu'aujourd'hui, avec les communications instantanées, les gens vont être régulièrement en contact, vont écrire des petits messages pour souhaiter une bonne année, un joyeux temps des fêtes aux personnes. Le message est assez court. Même un bonne fête, Facebook l'écrit à ta place. Exactement. On remonte avant ça, même avant le téléphone. Ce qu'on a pour communiquer, c'est la lettre, et les gens vont écrire des très, très longs messages dans leur carte de souhait, vont faire des bilans de leur année, vont raconter vraiment tout ce qui s'est passé. Il y a, dans une carte qu'on a, on a une madame qui raconte que sa fille s'est passée la main dans le tordeur. Là. Ça va dans toutes les directions, ce qui est raconté. Donc, vous avez mis la main sur d'anciennes cartes, dans le fond? Oui, exactement. Donc, on a un collectionneur qui nous a fait un don de plus de 500 cartes de souhait qui date de la fin des années 1900
la fin des années 1800, jusqu'aux années 1950 environ. Donc, on peut vraiment voir l'évolution de tout ça. Puis, on a des personnes aussi qui nous ont prêté des cartes un peu plus récentes. Donc, on peut voir l'évolution de l'image sur la carte. Et on fait aussi une petite incursion dans le monde de la fabrication de cartes avec les gens qui vont fabriquer eux-mêmes les cartes de souhait qu'ils vont donner aux personnes. OK. Donc, aussi bien en profiter pour concevoir la nôtre. Exactement. Et ensuite? Ensuite, on a une exposition au musée présentement en salle qui est au rythme des boîtes à chansons. Oui. C'est une exposition sur les boîtes à chansons dans laquelle on découvre le contexte des années 60 et ce phénomène-là. Et on a fait une nouvelle activité pour les cégeps à partir de l'exposition. Okay. Donc, on l'a testé tout récemment au cégep de Matane. C'est les premiers qui l'ont eu jusqu'à maintenant. Puis, dans le fond, dans le cadre de l'activité qui s'offre pour les cours de littérature. Donc, c'est un peu différent pour nous, où normalement, on est plus dans l'histoire. Oui. On va vers la littérature parce que dans les cours de littérature au cégep, on étudie beaucoup la chanson, entre autres. Oui. Et dans les années 60, on avait des textes qui étaient très engagés, qui étaient en lien avec le contexte sociopolitique, culturel de l'époque. Donc, on commence par aller présenter le contexte, un peu le mouvement des boîtes à chansons. Et l'activité se termine par une analyse de chansons de l'époque. Donc, ça permet aux jeunes de découvrir ces chansons-là qu'ils ne connaissent pas. Et dans le cadre d'étudiants qui ne sont pas natifs du Québec, de découvrir des auteurs-compositeurs québécois. Oui, puis on en a de plus en plus qui viennent de l'international. Exactement. C'était le cas au cégep de Matane. Quand j'ai donné l'activité, le 3/4 des élèves qui ont participé étaient originaires de la France. Donc, quand je leur parlais de Jean-Pierre Ferland, Gilles Vigneault, ce pas des noms qu'ils connaissaient. Effectivement, oui. Puis, donc, l'activité va se terminer par une petite séance d'écriture où là, les étudiants vont pouvoir eux-mêmes réfléchir sur leur identité et aller le mettre sur papier en chanson. Mon Dieu, mais donc, beau menu pour le musée. Oui. Si les gens veulent suivre et se rappeler de tout ça, il y a le site Internet. Oui. On peut vous contacter par téléphone aussi, j'imagine. On n'a pas besoin de réserver quoi que ce soit. On peut y aller, puis... Non, le musée est vraiment ouvert à l'année. Donc, les gens peuvent venir toute l'année nous visiter, peuvent nous contacter par téléphone, par courriel. On a notre site Internet, notre page Facebook. On a aussi notre infolettre à laquelle les gens peuvent s'abonner s'ils veulent être sûrs d'avoir accès à toutes les dernières nouvelles. Bien, merci beaucoup en disant aux gens d'y aller, bien entendu, et en vous souhaitant une belle saison. Merci beaucoup. Merci. Je suis avec Guillaume Monette. Bonjour, Guillaume. Salut. Donc, Guillaume, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un artiste de la chanson française, francophone. Bref, auteur, compositeur, interprète. Ouais. Rapidement, si pour te présenter aux gens, si on va dans ton background, toi, tu as déjà fait partie, je crois, du collectif, du groupe Trois gars sur le sofa. Oui. Ouais, j'ai fait ça professionnellement pendant peut-être 7 ans. De la musique, là, temps plein. Puis le band a duré une dizaine d'années, mettons. Oui. Ouais. C'était quand même un peu déjanté. Bien, c'était dans une espèce de courant de musique humoristique, là, tu sais. Ouais. Nous autres, on était influencés par Crampe en masse, mettons, ou Trio. Il y avait comme la musique acoustique aussi qui qui marchait pas mal. Puis Marc Derry, ça nous avait beaucoup influencé. Fait que, tu sais... c'est ça. C'était basé sur notre complicité de jeunes de 20 ans là, qui disent des niaiseries. Là. Fait que, ben, on a eu bien du fun avec ça. Et là, maintenant, toi, tes projets, c'est sous le nom de Van Carton. Qu'est-ce qui t'a porté à faire la transition jusque-là? Hein? Bien, tu sais, le band, c'est terminé. Puis je pense que, entre autres, ça s'est terminé parce que un band, c'est beaucoup de compromis, puis c'est vraiment tough, des fois, de faire compromis après compromis, tu sais, Fait qu'il y avait... moi, j'avais envie d'essayer des affaires solo. Puis Van Carton, ben tu sais, c'est un nom que j'ai trouvé, là. Je t'avoue que j'ai cherché un nom pendant 6 mois, 1 an. Puis finalement, j'ai pris des noms de famille du bord de ma mère, qui est belge. Il y a les Van Roy, puis les Cartons.
j'ai fait Van Carton. Mais le but, c'était de... En fait, au début, je voulais vraiment faire ça sérieusement, professionnellement, tu sais, faire... Puis j'ai frappé beaucoup de murs, puis maintenant, c'est plus au stade de projet de cœur qui sert à m'amuser, puis à expérimenter, puis à rencontrer du monde, puis... Oui, un petit côté exutoire personnel aussi, sûrement. Vraiment, oui. Parce que les textes dans Van Carton, ça vaut vraiment la peine de s'y arrêter, d'ailleurs. Merci, là. merci. C'est une très belle plume que tu as là-dessus. On a le côté poésie. On est presque dans les slams, des fois, un peu. Oui, bien, j'ai découvert le slam après. Tu sais, que j'ai déménagé à Rivière-du-Loup en 2020. Puis là, je me suis inscrit aux soirées slam en n'ayant jamais fait ça de ma vie. Puis là, j'ai trippé bien raide là-dessus. Tu sais, dans le fond, j'ai toujours écrit. Puis là, je me suis rendu compte que, en fait, l'écriture, c'est tellement libre comme médium. Tu sais, tout le monde peut écrire, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est l'écriture, la musique. C'est Van Carton, ça vient chercher toutes des affaires que j'aime. Puis j'essaie de le faire sans me mettre trop de pression. Ouais. C'est ça le défi. La différence avec le premier projet, mettons. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je pense... Je suis pas si vieux que ça, mais j'ai vu le monde de la musique évoluer. Puis, tu sais, le fait d'avoir eu comme un certain succès avec des projets d'avant, bien là, ça peut me mettre de la pression dans des nouvelles affaires que je fais, alors que le milieu est complètement différent. Là, oui. Faire de la musique maintenant, pour le faire professionnellement, ça prend tellement de force, de temps, puis de... Tu sais, j'ai pas cette prétention-là. Là, fait que, tu sais, j'aime ça regarder ce qui se fait, mais je me considère pas là-dedans. Là, tu sais. Donc, on peut te voir dans la région ces temps-ci, justement, dans les soirées slam, entre autres. Moi, je t'avais découvert au cégep de la Pocatière. Est-ce que tu as l'intention de te taper quelques petits spectacles dans... Bien, moi, tant que le monde ne sont pas écœurés, c'est sûr que ça va me tenter. Ouais. Je trouve ça vraiment le fun qu'il y ais une ouverture de même. Puis, tu sais, il y a comme un genre d'écosystème, là, tu sais. Courage, William Gay, tu sais, je peux en nommer quelques-uns de même. Puis, je trouve ça le fun, moi, la vision locale de toutes ces bandes-là qui sont comme amis, puis qui organisent... Des fois, ils sont en même temps dans l'organisation et dans la programmation. Incontournable. Puis, c'est parfait, tu sais. Je veux dire, si on juge ça sur une base écologique, tu sais, d'avoir des bandes de partout, ça fait souvent beaucoup de routes, beaucoup de gaz qui se brûlent pour, tu sais... Je veux dire, d'un show, des fois, on est 12 personnes. Là, maintenant, un show, je vois vraiment ça comme un rassemblement, un effort commun. Puis, je trouve ça cool qu'il y ait cette ouverture-là dans le coin. T'sais. Fait que, bref, oui, moi, je vais... En fait, ça me stimule beaucoup là, de me faire des amis musiciens dans la région, puis de jouer avec eux autres. Puis, je trouve ça super stimulant. Ça me ramène à l'essence de jouer de la musique, tu sais. Ouais. Tu sais, la jouer, là, tu sais. La partager aussi. Pas la gosser sur un ordinateur, là. Ouais. Jouer de la musique, là, tu sais. Oui, puis toi, d'ailleurs, il y a quand même un côté électro un peu dans Van Carton. Je sais que des fois, on te voit avec un petit keyboard dans les mains. C'est compliqué, ça, à gérer? Ou, Oui. Oui, hein, c'est ça. J'aime ça, moi, les patentes. Un gars de gear. Ouais, j'étais un gars de gear. J'étais un gars de... J'aime ça. Mais, tu sais, j'aime les humains aussi, là. Tu sais, là, je commence à jouer vraiment plus régulièrement avec Steve Bédard, saxophoniste, que probablement tout le monde connaît dans le Kamouraska, là, tu sais. Puis sa blonde, Véronique, elle chante. Fait que là, je commence à avoir un noyau d'humains qui sont willing à investir du temps, tu sais, sans demander rien en retour, juste parce qu'ils ont du fun. Puis ça, je trouve ça bien plus fun que des machines, tu sais. Ouais. Je vais toujours avoir ces machines-là parce que ça a un côté aussi, ça t'accompagne, tu sais. Si t'as un beatbox, puis tu pars le beat, déjà, tu te sens un peu, OK, tu sais, ça... Ouais, t'as une vibe. Tu portes pas le rythme au complet sur ta guitare puis ta voix, là. Ça libère un peu la tête. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est ça. Je suis bien curieux, j'aime ça, essayer plein d'affaires. Je suis tout le temps sur Marketplace en train de regarder ce qui est à vendre. C'est ça, je suis un gars de gear. Et sinon, est-ce que justement toute cette transformation-là d'environnement est en train de te permettre de peut-être créer un autre album? Je pense que oui, ouais.
Puis, tu sais, j'avais peut-être même baissé les bras avant de déménager. J'étais un peu découragé. Oui. Puis là, le fait de, c'est ça, de connaître Steve, Véronique, d'avoir fait des shows un peu, ça me stimule, ça me redonne le goût de m'amuser. Puis, ouais, tu sais, au final, je veux dire, toi, tu fais de la musique aussi? Oui. Pourquoi tu fais de la musique? Ouais, c'est ça, c'est un incontournable, on en a besoin, c'est ça. C'est comme, tu le fais pas pour que ça te coûte de quoi, puis pour, tu sais, je veux dire, tu le fais parce que, je sais pas, il y a quelque chose d'inexplicable derrière ça, tu sais. Puis souvent, cette envie-là est réveillée par des rencontres, par un milieu, puis je pense que pour moi ici, c'est favorable, là, tu sais. Plus probablement qu'à Montréal où je me sentais un peu usé ou, je sais pas, ou fatigué, tu sais, je sais pas. J'ai l'impression de renaître un peu dans le coin, là. Ben, tant mieux. Ben oui, je suis content de ça. Puis nous, on est content de t'avoir avec nous dans le coin maintenant, bien entendu. Alors, écoute, Guillaume, merci beaucoup d'être passé ce matin en te souhaitant de faire encore beaucoup de musique. Puis sûrement qu'on partagera la scène ensemble bientôt. Ah ouais, ça serait le fun, n'importe quand. Puis pour nous, ben, c'est tout pour Extra Extra pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. T'as mis du blâme dans ton ventre jusqu'à ce que naisse la détresse. À cette heure, j'ai comme la peur des flammes. Puis la nuit, tu rêves que je te laisse. La chance nous a mis en attente, desséchés dans notre grand abri, échappant de nos cœurs qui fendent, des prénoms gros comme des grains de riz. Tu brilles quand même dans ton absence, comme les couleurs de la lumière blanche, à la recherche de miettes de sens qui seraient pures comme du jus d'orange. On peut être des mois dans l'attente, quand l'aube développe la montagne, l'espoir peut s'enfuir de nos crânes et revenir comme une chatte d'Espagne. Fais-toi-en pas, même si l'angoisse a sa clé pour entrer chez nous. On fera pas. J'ai oublié cette ligne-là. Moi je dis qu'on part pis on laisse tout. Vois-tu que j'ai encore confiance, que tout redevienne évident, que ça passe comme un mal de ventre, que tu t'en sortes plus forte qu'avant. J'ai encore confiance, j'ai encore confiance, j'ai encore confiance, j'ai encore confiance, encore confiance.